bien. Ça me laisse un petit peu dubitatif, je vous cache pas. Ça donne un peu l'impression que c'est parti pour être la nouvelle voix des films Scooby-Doo pendant un petit moment et ça va pas être une période que je vais trouver géniale, hein. C'est même pas tant dans l'histoire ou quoi que ce soit, c'est surtout dans la mise en scène, la façon dont on nous sert l'écriture qui est pas vraiment pas fameuse pour moi. Parce que de base, un peu comme le film précédent, l'histoire qu'on veut raconter, même les développements qu'on fait, ça va. Ça va, c'est loin d'être mauvais et avec une bonne mise en scène, un bon détail dans l'illustration, vous pouvez faire quelque chose de sympathique. Mais c'est pas réussi cette partie-là, donc il y a peut-être des bonnes idées, mais elles vont pas très loin à cause de l'exécution. Enfin bon, Scooby-Doo est le monstre de l'espace, où on va rencontrer des aliens belliqueux ce coup-ci, et qui ne commencent pas exactement dans l'espace, mais par Daphné qui prend un cours d'auto-école pour avoir son permis, et elle est en train de passer son permis, je sais pas, et ouais, elle le fait dans la Mystery Machine. Pourquoi? Vous n'avez pas des voitures d'auto-école? Non, 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 c'est peut-être un truc des États-Unis, je sais pas, c'est un peu bizarre pour moi. Enfin bon. Et c'est juste pour appuyer que, ben voilà, c'est une femme qui sait pas bien conduire. C'est très réminiscent, je vous cache pas, dès que j'ai vu ça, je sais où ça va venir. Je sais où vous allez mener la chose, et ça va être exactement comme dans le fameux épisode de Totally Spice. Vraiment. Et j'ai même envie de dire en moins bien. L'épisode L'invasion des extraterrestres, c'est le même principe en moins bien. Et c'est dingue parce que c'est pas extraordinaire dans Totally Spice non plus, quoi. Donc, bon. Alors, cette intro est en fait, on a donc tous les crédits à l'opening avec une musique de circonstance, les personnages qui sont affichés en constellation, pour aller directement au cœur de l'intrigue. C'est-à-dire, il y a un journaliste sensationnel et qui fait un petit peu le reportage sur un décollage, un vol dans l'espace organisé par un super richissime gars qui s'appelle Sly Baron et qui est le prototype pur du narcissique riche. Voilà, il a des milliards de dollars, il les dépense à des tonnes de petits délires perso parce que ouais, j'ai trop envie de me montrer quoi et regardez comme je suis trop fort, etc. C'est un fan de l'attention en fait. C'est le personnage qui a organisé ça. Cet événement est présenté par un présentateur qui s'appelle Clark, qui est du genre, une fois de plus, à chercher le sensationnel pour bien se faire voir, et qui va avoir un petit arc avec Vera, mais on en parlera un petit peu du détail de ça. Et ouais, il raconte que ce grand voyage, c'est une sorte de croisière en vaisseau spatial. Un ticket pour l'espace avec Cadet Olivier par exemple, c'est un peu ce principe-là, mais avec le Scooby Gang. Et ouais, il y a quelques célébrités qui sont prévues pour le décollage, et quelques évidemment astronautes qui savent un petit peu ce qu'ils font, et des invités. Des invités qui ont gagné un concours et qui se trouvent être le Scooby Gang, évidemment. Hein. Qui d'autre? Qui d'autre? Et donc, il n'y a rien qui amène ça, c'est juste pour ils ont gagné, comme ça, au champ. Le décollage va avoir lieu, on est content pour eux, voilà, voilà. Bref, alors qu'ils se préparent, ils sont accueillis par une des astronautes, Shannon Locas, qui leur raconte un petit peu les trucs de base. Par exemple, alors, je ne sais pas si c'est exactement comme ça que ça marche, mais on insiste sur le fait que voilà, cette combinaison, on va la garder tout le temps lors du voyage. Et donc, il y a un bouton pour les petits besoins et les gros besoins. C'est fait exprès, une sorte de couche particulière métallique qui est fait. Sans doute que ça doit être le cas également pour les astronautes. Donc, essaye de jouer là-dessus. Bon, on en parle rapidement, on va pas insister plus que ça dessus. Donc, c'est ces petits détails à con. Et ouais, nos personnages qui se préparent, tandis que Shannon fait part un petit peu des résultats. Parce qu'il y a eu des petits tests qui sont passés pour qui serait le mieux à même d'aller dans l'espace. Et celle qui l'a emporté, c'est Daphné. Aux grand dames de Vera, qui serait trop à faire partie d'un programme spatial, c'est un de ses rêves, elle dit ah non, c'est elle qui me dépasse, et ça va être un des nombreux moments de sous-intrigue, parce qu'il y a beaucoup de sous-intrigues qu'on va créer autour de nos personnages là-dedans.
Tandis que il va y avoir cette espèce de discussion de filles entre elles et Daphné qui dit ah vos cheveux sont très beaux, regardez nos cheveux. Ah. Il va y avoir vraiment ce jeu complètement lourd qui va se répéter je sais pas combien de fois sur Daphné qui est tellement fière de ses cheveux qu'elle le secoue régulièrement comme ça. Au bout d'un moment, j'avais envie de lui couper tellement ça me saoulait. Mais bon, ça va de pair avec le sujet global que je vais aborder et qui est un petit peu en lien avec le moment où nos personnages s'apprêtent à rentrer dans cette fusée qu'ils découvrent. C'était quoi ça? C'était censé être une blague? Oh, regarde cette fusée qui va nous emmener. On cligne une fois des yeux. Je sais pas si c'est pour détendre l'atmosphère, je comprends pas. Je comprends pas. Hein. Je vois pas en quoi c'est drôle, je vois pas en quoi ça apporte quoi que ce soit. Et je pense que c'est très illustratif du problème que j'ai avec l'humour, une fois de plus, de ce film qui est la plupart du temps plat. Ça tombe à plat tellement souvent, je vous jure, que frère, je pourrais passer une heure à pointer chaque moment d'humour en disant ouais, ce n'est pas drôle. Vraiment, c'est assez dingue à pointer. C'est le même principe que le film précédent où vous n'avez absolument aucun sens du timing et vous essayez de trop reposer sur les mêmes trucs constamment. Je veux dire, le principe des clins d'œil et les petits bruitages histoire d'alléger l'atmosphère, ce n'est pas drôle, ça fait même pas particulièrement sourire, c'est juste, oui, ok, oui, très bien. Et il y a beaucoup de moments où vous essayez de jouer sur cette espèce de temps mort entre pas mal de moments de découverte, de moments où nos personnages viennent de subir une réplique pas drôle d'un autre personnage. Et une fois ou deux, limite, tu peux comprendre l'idée que quelqu'un essaye d'être drôle, il n'y réussit pas, et donc il y a ce côté, cette espèce de blanc pour afficher le côté drôle. Je sais que je le fais régulièrement, ça, donc je vais pas non plus faire comme si c'était une mauvaise approche, mais faut pas le faire constamment, parce que c'est constamment ça. C'est tellement la moitié de vos gags. À un certain point, je vous jure, ça devient lourd. Ça devient lourd d'avoir fréquemment ce moment avec ce mec, cette fille, qui dit quelque chose qui est malaisant ou qui essaye d'être drôle et c'est pas drôle du tout, et les autres personnages qui l'observent comme ça. Hmm. C'est- Je sais, moi-même, j'ai toujours un peu peur d'abuser un peu de ça quand je l'utilise plus de 2 fois dans une vidéo parce que, voilà, faut pas en abuser, mais là, c'est pas que 2 fois, c'est genre facilement une trentaine de fois. Je n'ai pas compté, mais je pense qu'on doit atteindre facilement la trentaine de fois dans ce film. Hein. Des moments comme ça. Vraiment, je vous jure, c'est affligeant. C'est affligeant à un moment donné qu'il faut savoir se contenir, quoi. Pas faire que ça. Et donc, ouais, c'est une grosse partie de l'humour qui repose sur un rythme mal fichu et qui aurait clairement mérité être beaucoup plus rapide. Parce que le problème de cet humour, globalement, c'est son rythme. Les réactions peuvent être drôles si elles sont rythmées avec moins de temps mort. Les moments un peu gênants où quelqu'un se ridiculise un petit peu peuvent avoir plus d'impact si on met ça en scène de façon à ce que on ressente pas le malaise avec eux. On ne rit pas du malaise, on vit le malaise avec les personnages. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça passe tellement pas, ça passe tellement pas. C'est le principe même de l'humour majoritairement présent qu'on a dans ce film et il n'est pas réussi du tout. Hein. Ce qui fait que le point le plus important à garder, parce que c'est clairement pas un film qui veut se prendre au sérieux sur presque tout, hein, j'ai envie de dire sur presque tout, il y a presque rien qui veut se prendre un tant soit peu au sérieux là-dedans. On n'est pas très bien servi à cet égard. J'ai un peu peur qu'on soit tombé dans une phase où l'écriture humoristique soit de cet acabit-là pour les films Scooby-Doo. Et ça va pas être la joie, hein, ça va pas être la joie à traiter, à critiquer. Je peux pas être drôle à critiquer un humour mal fichu comme ça. J'ai pas l'impression d'être ultra pertinent non plus, quoi. Donc, c'est juste l'humour mal fichu, je suis désolé. Donc,
J'espère qu'on va pas avoir trop régulièrement des merdes comme ça, mais j'ai le sentiment que oui. Et ça me fout un peu les jetons pour la suite, hein, mais bon. Continuons l'histoire. Donc, en se rendant sur ce vaisseau, on va faire la rencontre des différents protagonistes en plus de nos personnages habituels. Donc, vous avez vu le chef de projet, hein, un gros narcissique, l'astronaute principal, dira-t-on. Il y a deux autres astronautes qui sont beaucoup plus vétérans et qui sont clairement les plus normaux de la bande. Fred est ultra fan d'eux pour aucune raison particulière et il le montre en étant ultra lourd. Non mais vraiment, il va dire ah, c'est trop cool de passer du temps avec vous, ah, vous êtes trop géniaux, je répète ce que vous dites. À aucun moment, dans toutes ces interactions avec eux, à part la toute fin, il n'est un tant soit peu intelligent, un tant soit peu fin, un tant soit peu subtil. Il est en plein rentre-dedans. Et une fois de plus, ça amène des moments de malaise pas drôles. Et ça aide pas une seule seconde à les appuyer puisque c'est juste deux gars qui en ont marre de lui, qui s'incrustent et qui ne sait pas être un tant soit peu subtil. Et je suis totalement de leur côté là, je suis avec eux dans toutes ces interactions là. Nous avons Sammy et Scooby qui rencontrent leur idole en la personne de U-Boat. Pas sûr qu'il existe en vrai ce gars, hein, vu comment on le considère dans ce film, mais bon, U-Boat qui est du genre très silencieux, quoi. C'est une grosse montagne qui parle pas trop et qui a l'air un peu renfrogné. Et eux, ils sont super fans et ouais, il y a ce côté très lourd des personnages qui n'arrivent pas à comprendre qu'ils sont envahissants. Mais bon, il finira à un moment donné par s'ouvrir à eux en n'étant pas un gros méchant ou quoi que ce soit. Dans un moment aussi très dans l'humour typique, c'est-à-dire que ouais, vous avez eu peur de quelque chose, moi aussi ça m'arrive d'avoir peur de beaucoup de trucs, mais j'ai le sport et j'ai la chanson pour m'aider. Ah, la chanson? Et donc ils sont vraiment, ouais, vous chantez, c'est dingue, c'est drôle. Et il y a ce malaise une fois de plus, et il dit, ouais, je chante, et puis il met à chanter avec une voix ultra fluette. Un petit mot sans éclat, juste un mot qui ne m'effraie pas. Je... Ok, c'est ça le truc, j'ai l'impression de voir une parodie absurde plus qu'un film dans la plupart des interactions. Et ouais, on essaye de montrer un début de reconnaissance du gars auprès de ses deux fans qui l'aident un petit peu. Ça décolle pas haut, mais ça se suit sans plus, quoi. C'est pas la pire relation qu'on crée là-dedans. Et du côté de Vera, elle va rencontrer déjà Clark, le présentateur télé qui participe à l'émission et qui la drague de façon pas subtile avec des belles répliques clichés mal fichues. Elle s'en moque elle aussi, elle trouve que c'est ridicule et c'est très compréhensible. Et c'est peut-être un des cas où vous en faites pas des caisses sur l'humour, donc ça passe un petit peu. Et elle rencontrera aussi Ridley, une geek de l'espace qui est persuadée que les extraterrestres existent et veulent conquérir la Terre. Et on va énormément insister là-dessus, vu que bien entendu il va y avoir une créature de l'espace qui sera le monstre du jour. Mais ouais, je pose une question toute con. Qu'est-ce qu'elle fout là? C'est pas une grande célébrité, hein, on l'appuie pas du tout comme ça. C'est juste une grosse complotiste qui est à fond dans son délire et qui a vraiment cette approche de la vie alien comme quelque chose de vraiment le geek qui a juste vu des films de série B et qui s'imagine que c'est comme ça que ça marche. Ouais, c'est exactement ça. Elle a cette approche-là et elle s'y croit tellement, elle est ridicule, ça amène également une fois de plus des moments de... Vous voyez ce que je veux dire. Et qu'est-ce qu'elle fout là? Elle fait pas partie des 5 gagnants du concours. Pourquoi elle est dans ce vaisseau? Elle se dit, je suis la spécialiste du combat contre les aliens, mais quoi, est-ce que c'est Sly Baron qui a dit ah c'est marrant, je vais t'engager juste pour le lol? C'est ça le truc. À la limite, moi j'aurais pu trouver ça marrant si vous l'aviez un petit peu appuyé, mais je pose un petit peu la question de ce qu'il fout là, quoi. Enfin bref, ouais, ce personnage-là va donc un petit peu insister sur la présence d'aliens, et bien entendu, ce sera le suspect évident qui ne sera pas le coupable. Et je vais le dire clairement, à partir de là, il va y avoir aucun vrai développement. C'est un truc intéressant,
je trouve, sincèrement, dans une bonne partie des films Scooby-Doo, c'est que on pointe quelques éléments de piste, quelques développements de personnages sur leurs considérations, etc. Ce qui amène à ce qu'on comprenne à la fin qui a la possibilité, qui peut un peu vouloir mettre en scène ce subterfuge, et pour quelles raisons. Et il y a des fausses pistes, il y a des trucs qui peuvent être plus ou moins subtil, hein, c'est relativement ultra subtil, mais là, il n'y a rien. Il n'y a rien, il y a deux pistes. Il y a Sly Baron qui pourrait peut-être vouloir se faire un coup de pub, et rapidement, dans deux, dans deux répliques rapides amenées n'importe comment, il y a U-Boat qui est pas super fan de la technologie. Il appuie qu'il n'est pas super fan de la technologie. Je veux dire, à cause de ça, il y a beaucoup plus de trucs automatisés. C'est pour ça que mon père a perdu son job très vite dans une réplique. Et ok, et on va pas plus loin que ça autour de ça. Et c'est tout. Donc tu dis, ouais, peut-être qu'il pourrait y avoir un début de quelque chose dans ça, mais le reste, c'est des gimmicks. C'est des caricatures, c'est du petit caractère léger et des petites interactions, mais jamais la moindre caractérisation réelle, en fait. Il y a notamment un robot qu'on voit régulièrement, qui est censé être le robot one-man show de l'équipe, qui fait des blagues pas drôles, et c'est le pire élément dans l'humour de ce film, qu'on essaye d'appuyer, genre il essaye d'être drôle, alors il l'est pas, donc il fait son bouton à rire, et il fait son bouton oh lorsque quelque chose se passe mal, il essaye de faire des petites musiques d'ambiance quand certains trucs se passent, et au bout d'un moment j'avais envie qu'on lui pète la gueule, quoi. Je veux dire, un truc qui serait drôle, ce serait que les gens disent ah, arrête tes conneries, ferme ta gueule. Mais non, on dit oh, tu n'aides pas. Oh. Ce gars n'a absolument aucune caractérisation en dehors de son gimmick chiant. C'est un peu pareil pour Rainey, par exemple, pour les astronautes et pour d'autres personnages. On n'appuie jamais de réelle motivation précise, donc. Ouais, lorsqu'à la fin tu auras la réponse, tu te diras ouais, pourquoi pas. C'est plus ou moins ça. Enfin bon, il y a quelques autres pistes qui viendront un peu plus tard, mais pour l'instant c'est un peu ça le truc. Tous ces personnages qu'on met en place sont surtout mis en place pour créer des dynamiques pas drôles et quelques conflits qui iront nulle part. Hein. Je trouve sincèrement que le seul qui semble aller un tout petit peu quelque part, c'est le conflit entre Vera et Daphné, parce que Vera est jalouse et elle la voit de haut lorsqu'elle se plante un petit peu. Et elle a aussi ce côté un petit peu supérieur par rapport à Rainey, Vera rapidement sur le fait qu'elle ne croit pas une seule seconde que les extraterrestres existent, alors qu'elle a rencontré des extraterrestres dans un film précédent. Mais bon, on va dire que c'est pas la même continuité. On va dire que c'est pas la même continuité. C'est un détail ça. Donc, elle va le prendre super mal, ça va être ils vont s'envoyer des nions régulièrement. Vera va rabaisser Daphné en disant ah, t'as l'air de tout comprendre, toi la super spécialiste. Et Daphné dira ah, t'es jalouse de moi parce que t'as pas des beaux cheveux. Je sens de merde quoi. Ça, c'est pas super fun, mais on essaye un tout petit peu d'appuyer que derrière ce ressentiment, il y a quelque chose de logique de la part de Vera qui est jalouse parce que voilà, elle se sent dépassée, quoi. Elle considérait que ses atouts, connaissances techniques, la mettaient un peu au-dessus du lot. Maintenant qu'on vient dire que non, elle n'est pas plus douée que Daphné pour quelque chose aussi technique que ça, elle se sent à part. En disant que ouais, maintenant t'es plus intelligente que moi, c'est pas la même chose réussir un test de la NASA et être intelligente surtout, mais bon, hein, parce que ouais, elle met ça un petit peu dans sa liste des trucs où elle est meilleure qu'elle, alors je pense pas quoi, hein, faut arrêter. Donc, cette partie-là est pas fameuse, mais au moins on essaye un tout petit peu d'appuyer qu'il y a ce ressentiment de la part de Vera qui vient pas de nulle part, même si j'aurais pas été contre que vous vous restreigniez sur les chamailleries à la con qui n'amènent à rien et que vous fassiez ça un peu mieux. Mais ouais, j'en parle comme ça parce que vraiment Vera et Daphné sont les seuls à avoir un tout petit peu de développement et de caractérisation au-delà de leur chimique
qu'on leur donne, parce que voilà, Fred est insupportable. Tout du moins, il est insupportable dans le rôle qu'on lui donne du fanboy lourd et chiant. Scooby et Sammy sont les mêmes, ils n'ont rien de super spécifique, ils n'ont pas d'arc ou de moment de courage particulier qui les dénote ou quoi que ce soit. Et ouais, donc c'est de là qui brille un tout petit peu plus que le reste, quoi. Vera et Daphné. Mais bon, je sais que je me suis étendu pas mal sur les personnages et les situations, parce que une fois que ça c'est dit, ça va être beaucoup plus rapide la suite. Il reste un dernier personnage à voir, et le reste, je pense que je vais vous résumer ça un peu plus vite. Rassurez-vous, cette vidéo va pas durer 1 heure. J'espère que non, en tout cas. Et ouais, il y a Sammy et Scooby en déambulant dans le vaisseau, qui semble distinguer une créature sur la passerelle, qui semble s'attaquer à la carrosserie, hein, si j'ose dire. Il s'attaque à l'arrivée d'air, hein, le générateur d'air du vaisseau. Et ouais, même s'ils font pas plus de trucs que ça, et ben le vaisseau il est un petit peu HS. Et il faut faire quelque chose, hein, parce qu'on va manquer d'air, on peut pas retourner tout de suite sur Terre, et on n'a pas assez de carburant. Mais c'est là que Baron dit: rassurez-vous, j'ai préparé une base lunaire, une sorte de coin VIP où il y a tout le confort qu'on veut, etc., etc. On va se poser là et profiter. Voilà, ultra riche, c'est Elon Musk puissance 1000, ce gars. Il a prévu donc toute cette installation en attendant que les robots du coin réparent le vaisseau, donc surtout l'aération quand même, c'est un petit peu important ça. Mais sur leur base tout va bien, hein, ils peuvent respirer, il n'y a pas de problème. Ah, il est prévu un truc, et sur cette base on rencontre aussi le frère jumeau de Sly Baron qui s'appelle Hudson, qui a pris de l'âge de façon beaucoup moins flatteuse que lui, et qui est sur cette base depuis un peu plus de 11 ans. Il est là dans le coin à tout construire, parce que c'est un super mécano, il s'y connaît parfaitement, c'est un gros geek. Il y a même Riley qui le retrouve un petit peu, ils ont un peu le même langage. Ça aurait été cool si vous aviez joué de façon un peu plus prononcée là-dessus, mais ça fait partie des nombreux éléments qui sont traités à la va-vite, hein, vraiment. Enfin bref, le gars, en étant resté 11 ans sur place, il a fini par virer un peu zinzin, il parle à ses machines, tout ça, tout ça. Donc, quand on s'y penche, c'est un petit peu un gros coup de pute de la part de Sly d'avoir laissé son frère tout seul pour qu'il vire zinzin, et qui traite ça de façon super légère, mais c'est pas grave, c'est un petit élément scénaristique traité à la vite rapidement à la fin, donc c'est pas trop grave, hein. Il y a beaucoup de considérations d'éléments qui sont très intéressants là-dedans, vraiment de développement qui aurait pu être fort si on avait alloué le temps qu'il fallait et un tout petit peu, pas énormément, mais au moins un tout petit peu de sérieux à ça, mais vous le faites pas, donc voilà, c'est traité comme une grosse blague, et ça fait 11 ans qu'il est là, il a viré zinzin, et il n'y a aucune peine à ressentir pour lui, il est juste zinzin, c'est drôle. Et ouais, alors en présentant un petit peu ça, ces différents robots qui font la maintenance du coin, et ben tout le monde finit par s'installer, etc. Et oui, à partir de là, ça va être très rapide à résumer. Il y a Sammy et Scooby qui se font attaquer par 2 fois. Bien sûr, c'est toujours ces deux-là, par le fameux monstre de l'espace, qui se trouvait pile poil là où ils se rendaient. La première fois, ils étaient sortis rapidement dehors pour visiter la Lune, hein, on va pas se priver, hein, si on peut, et ils passaient comme par hasard, parce qu'ils n'avaient pas prévu particulièrement, devant le fameux drapeau de la première mission Apollo 11, je sais jamais quel Apollo c'était, qui a mis le pied sur la Lune avec le fameux drapeau. Il y a, regardez, on fait des petites blagues là-dessus, et comme par hasard, il y a cette créature qui est là. Et je comprends pas pourquoi elle est là au passage, je vais en parler très vite de ça si je m'en souviens. Et il y a une autre rencontre plus tard, hein, alors qu'ils auront un peu digéré tout ça et qu'ils auront eu cette fameuse conversation avec U-Boat et son délire de «Ah, je fais du chant», ou alors qu'ils seront en train de manger comme des porcs, comme à leur habitude dans la salle du buffet du coin, et ben ils seront attaqués par la créature. Pourquoi c'est toujours seulement ces deux-là? Je ne comprends pas. Non mais vraiment, je comprends vraiment pas pourquoi c'est que ces deux-là. En plus, quand on connaît les ambitions du coupable, on se dit hey, pourquoi elle se montre pas à plusieurs personnes tout de suite? Mais non, hein. Et c'est les seules interactions avant le moment de la capture, hein.
Ouais, il y aura Sammy et Scooby qui s'enfuiront un petit moment parce qu'il y aura un robot qui attirera l'attention de la créature et dire «Ah, on a été attaqué par un alien!» Et les deux vétérans astronautes se diront «Non, c'est n'importe quoi, tu racontes des conneries». Bon, leurs amis les croiront un peu plus, mais voilà, il y aura rien pour étayer ça à part qu'il y a un peu le bordel et eux qui le disent. La créature ne veut pas se montrer. Et, et donc, ouais, c'est histoire de mettre le suspense, on les croit pas. Mais c'est un truc qui passe rapidement au tout début. Genre, au début, on croit pas Sammy et Scooby, mais très vite, on finit par se rendre compte que c'est vrai. Mais pendant les 2 tiers, 3 quarts de film, c'est ça en fait. Hein. On les croit pas pendant tout ce temps et se dire, mais, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Ça sert à rien que ce soit seulement eux qui aient peur. Bref, il y a Fred et compagnie qui finiront par redevenir un tout petit peu eux-mêmes et plus l'espèce de gimmick dans les relations très comico truc muche qu'on a créé autour de faire un piège pour capturer la créature. Mais pas avant une petite séance complètement inutile de 5 minutes où Ridley arrive pour leur raconter ce qu'elle sait sur les extraterrestres. Ah, je connais leur modus operandi. Leur truc, c'est de se renseigner sur l'ennemi, sur nous, pour pouvoir nous asservir et devenir les maîtres du monde. Elle se fait tout un film dans sa tête. C'est montré, ça dure je sais pas combien de temps. Puis après, il y a Fred qui dit « Ouais, mais après coup, les humains se rebelleraient et il y aurait un leader charismatique pour les diriger. Ah, et un leader charismatique, je verrais plutôt quelqu'un qui a le style, etc. Il y a Daphné qui s'y jette, puis après il y a Vera qui s'y jette, puis après il y a Sammy. Ils se font tous leur film dans leur tête pendant 5 minutes autour d'une potentielle invasion extraterrestre qui n'a rien à voir avec quoi que ce soit. What the fuck? What the fuck? Vous trouviez que votre film était pas assez long? Remarque, on vire les moments de blanc ultra gênants et les remplissages à la con pour l'humour forcé qui n'apporte rien, et c'est clair et net que ça fait 2 fois moins de temps. Hein. Donc, ouais, un peu lourd cette partie-là, un peu lourd pour amener absolument rien, et le fameux moment du piège. Le piège qu'on met en place avec, comme d'habitude, Sammy et Scooby qui attire la créature. Il n'y aura pas beaucoup de revirements à part que, à un moment donné, il y a la gravité qui ne fonctionne plus. La gravité artificielle qui est désactivée, ce qui n'empêche pas le café de rester dans la tasse. C'est pas le petit détail à la con visuel de 3 fois rien, je veux dire. Il y a beaucoup de trucs qui l'évitent, mais pas le café dans la tasse. Ça ne marche pas comme ça, ce me semble. Mais bon, c'est un détail, c'est un détail. Ouais, et à part donc cette petite intempérie qui fera que le monstre pourra pister un tout petit peu Sammy et Scooby avant d'arriver dans la salle où il sera piégé, ben il va être piégé de façon totalement prévue, quoi. Hein, une espèce de truc qui le fige, un petit gel glaçant, et puis la créature sortira de ça très vite juste après. Et on révélera devant tout le monde, après un autre gag qui s'étend pendant 1 minute 30, putain de merde quoi. Après ça, on révélera que c'est Shannon. Et pour autant qu'il n'y avait aucune motivation qui était un tant soit peu mise en place durant le film, je l'ai vu un peu venir. Parce que on essaye de créer ce lien entre elle et Daphné, cette espèce de conflit entre Daphné et Vera, et on sent que le plus simple serait de faire en sorte que cette fille-là soit la méchante. Et c'était le topo, quoi. C'était clairement celle qui avait l'air trop propre pour être vraie, alors que les autres étaient davantage définis soit par leur petite caricature personnelle, soit par la caricature de relations qu'ils ont eues avec les personnages du Scooby Gang. Il y avait qu'elle qui se démarquait de ça en étant normal, à peu de choses près. Et voilà, la normale, c'est la connasse. C'était plus ou moins ça, qui finit par dévoiler ses motivations, son plan. C'est-à-dire que elle voulait pas que l'espace soit ouvert à n'importe qui. Ça devrait être ouvert qu'aux spécialistes et on ne devrait pas en faire une espèce d'attraction pour n'importe qui. Et sur le principe, je suis d'accord avec elle. Dans les faits, je vais pas vraiment la défendre parce qu'elle fait des grosses conneries et je pige vraiment pas. Bon déjà, on essaye d'appuyer de façon pas du tout subtile pendant des plombes là aussi. On fait durer l'explication des plombes alors que c'est ultra évident, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses, mais il fallait faire durer votre film, je sais pas pourquoi. Je veux dire, à 1h19, c'est pas la durée la plus
courte que vous ayez jamais eue dans un film Scooby-Doo, mais bon. Euh, Elle a essayé d'empêcher un peu Daphné de participer au vol en disant ah, faites attention, hein, le casque ça peut vous salir les cheveux quoi. C'est ça le truc. Ouais, j'ai essayé, hein. J'ai essayé, c'est bien ma grande, hein. Ouais, c'est dingue que ça ait pas marché, hein. C'est depuis des merdes comme ça, c'est ridicule. Et ouais, donc elle informe qu'elle a mis en place des tonnes d'explosifs partout afin de faire exploser le truc, de faire passer tout le monde comme des grosses victimes et elle comme la seule survivante d'une attaque de monstres. Voilà, elle veut un petit peu jouer la grande héroïne pour dissuader les gens d'aller dans l'espace, à part les grands professionnels. Et ouais, bon là, elle vire psychopathe, elle est prête à tuer des tonnes de gens pour ça. Elle s'en fout un petit peu des conséquences. Et ouais, je pige pas pourquoi elle a attaqué Sammy et Scooby sur la Lune, sur la Terre de la Lune, hein, pas dans le petit centre qu'il a créé, le gars. Afin de faire quoi en fait? Je veux dire, elle a posé des explosifs dans le centre, dans le coin pour tout détruire, mais pas la Lune entièrement. Donc pourquoi il les a croisés là? Je sais pas. Ça n'explique pas une seule seconde pourquoi on s'attaque toujours seulement à Sammy et Scooby. Déjà que j'ai toujours un petit peu mal avec cette ficelle automatique presque de ces films qui consiste à faire en sorte que Sammy et Scooby soient les premiers attaqués, le fait de faire en sorte que ce soit que eux, seulement eux, personne d'autre que la créature est attaquée, c'est stupide parce que ça va pas du tout dans le narratif que veut poser Shannon. Donc, je pige pas. Enfin bref, voilà, elle piège un petit peu tout le monde avec une vitre pour les empêcher de la suivre. Une espèce de champ de force invisible. Ça s'appelle une vitre, Fred. Ah ça alors, un champ de force invisible fait d'une simple vitre. Je t'emmerde, Fred. Elle vole l'engin qui a été réparé donc pour rentrer sur Terre toute seule en les laissant à leur mort. Daphné Vera s'engueule pour des conneries tout de suite à ce moment-là, ce qui est ridicule. Et c'est là que le robot comédien révèle en fait que c'était pas un vrai robot, c'était un rôle qu'il jouait. Ça n'apporte rien, mais c'est drôle. Vraiment, bref. Et ils finissent par se barrer en s'organisant un petit peu et en ayant un peu leur conclusion d'arc moisie pour la plupart, vraiment, parce que c'est super mal fait. Bon, déjà, il y a Fred qui fait un grand discours aux deux vétérans qui l'a traité comme de la merde sans le vouloir. Il était tellement con que à chaque fois il insinuait qu'ils étaient tellement vieux qu'ils avaient rien connu presque. Mais vraiment, quoi, à un niveau, c'était insultant. Et là, tout d'un coup, il vient leur dire, vous êtes géniaux, vous êtes la raison pour laquelle autant de gens veulent aller dans l'espace, vous êtes super, etc. Donc, ah ouais, on commence à respecter ce petit gars, il va bosser avec nous. Ouais, je suis trop content. Ils en avaient fait un crétin sans la moindre subtilité. À la toute fin, il fait un beau discours. Super. Il y a Sammy et Scooby qui aident un petit peu U-Boat à lutter contre une machine qui les empêche de partir parce que Shannon l'a reprogrammé. Donc voilà, on t'aide comme tu nous as aidé un tout petit peu. Renvoi d'ascenseur rapide, ok. Ça va très vite. Ça va pas plus loin. Ils montrent aussi leur talent parce qu'ils bouffent vite une fois de plus. Ça, c'est étonnant, original. Et ouais, la conclusion de l'arc entre Vera et Daphné. Où il y a besoin de piloter un deuxième engin. J'en ai pas parlé, mais il y a un deuxième engin que Hudson a construit sans en faire part à son frère. Donc il y a cette petite conclusion sur leur relation où Hudson dit tu sais j'aimerais tellement être plus souvent avec toi, passer du temps avec toi, et son frère le reconnaît très vite, s'excuse mais pas complètement parce qu'il peut pas sortir totalement de son narcissisme, c'est drôle. Il y a, oui, je peux parler rapidement des conclusions. Il y a aussi la conclusion de l'arc entre Vera et Clark, le présentateur, qui lui a fait régulièrement de la dragouille stupide et ridicule, mais à la fin, il montre qu'il peut être un peu prévenant en ne disant pas de conneries. Conclusion d'arc. Mais bon, le plus important, c'est que, ouais, ce vaisseau, alors qu'on le prépare et tout, il y a besoin de quelqu'un pour le piloter. Et, ouais, qui
peut s'en charger. On trouve une excuse pour que Fred et les deux astronautes vétérans ne puissent pas être là, sachant que ils expliquent le truc comme une espèce de pile qui doit être maintenue sur place. Donc il faut rester sur place. Pourquoi vous pouvez pas laisser quelqu'un d'autre maintenir la pile stable? C'est plus ou moins ça, quoi. Et envoyer un pilote se charger de ça. Non, non. Ils sont pas dispo, Mais de toute façon, ça aurait rien changé au délire, c'est que tout le monde semble s'y connaître un tout petit peu. Ah, moi, je pourrais m'en sortir. Bien entendu, il y a Hudson, il y a Sly, etc. Tu dis, ah ouais, il y en a certains d'entre eux qui pourraient s'en tirer. Mais tout le monde se prend un rocher sur la tête autour d'un éboulement pour tomber dans les vapes. Tout le monde. Moi, je pourrais... C'est de la grosse parodie. C'est tout ce que c'est. Hein. C'est de la parodie pas subtile. Et à la limite, j'aurais pu accepter ce film si ça avait eu un meilleur rythme et que ça avait totalement embrassé ça. Mais ça essaye, vraiment, je vous jure, ça essaye quand même un tout petit peu dans cet amas de délire de mettre en place des arcs un peu sérieux, quoi. Des personnages qui comprennent leurs leçons, des gros discours qu'on est censé prendre un peu sérieusement, même si on fait des blagues entre temps. C'est ça le truc. Donc ouais, lorsque tout le monde finit assommé ridiculement avec cette mise en scène stupide, il n'y a plus que Daphné et Vera qui dit c'est toi qui devrais t'en sortir. C'est toi qui connais mieux le truc puisque tu as vu Shannon piloter, donc tu devrais t'en sortir. Et elle lui fait comprendre qu'elle lui fait confiance, qu'elles sont amies, tout ça. Et ça donne le petit courage à Daphné de piloter l'engin sans problème. Et 20 secondes après qu'ils ont décollé de la Lune, et ben tout le monde se réveille et personne ne lui reprend le volant. Voilà. Enfin, ça devait pas être un engin très difficile à piloter aussi, hein, la façon dont elle s'en sort très vite. Hein. Mais voilà, c'est comme dans l'épisode de l'invasion des extraterrestres avec Alex qui a un petit peu de mal à conduire une voiture et qui se retrouve à devoir conduire un vaisseau spatial. C'est exactement ça. Et la conclusion sera pas géniale. Autant en parler tout de suite, puisque je n'aurai pas des masses de ouais, je fais ça très vite. Alors, ils finissent donc grâce à ça par rentrer sur Terre. Elle crache le vaisseau lors de l'arrivée, bien entendu, donc il sera pas tout à fait opérationnel tout de suite. Et ils arrivent pile au moment où Shannon fait une grande déclaration à la presse pour lancer son narratif faux et bien entendu on la dévoile en diffusant les images exactement au même angle qu'on les a vues en tant que spectateur plus tôt. Ah, c'est toujours un classique ça hein, de la part de ceux qui veulent pas se faire chier à animer quelque chose. Enfin bon, grâce à ça, elle se fait vite arrêter, la méchante. Tout le monde est un petit peu content, revient très vite à sa ville et les conclusions vont très vite. Et la dernière conclusion qui reste vraiment, c'est celle entre Ridley et Hudson, qui, je pense, avait moyen d'être vraiment joli, sympathique, mais il y a eu que 2 scènes entre eux, en comptant celle que je vous raconte tout de suite, c'est-à-dire, elle est un petit peu déçue de ne pas avoir trouvé de traces de vie extraterrestre, elle se dit, ah, si ça se trouve, ça n'existe pas, et c'est là qu'il lui dit, vous savez, l'univers est très vaste, on ne sait jamais, ne soyons pas catégoriques, et en voyant les restes de son deuxième appareil, il se dit ouais je pourrais retaper ça et ce serait cool d'avoir quelqu'un d'autre avec qui visiter l'espace et peut-être découvrir quelque chose qu'on n'aurait pas encore vu. C'est très mignon ça et j'aurais vraiment pas été contre qu'on développe davantage ça. Mais il y a trop de personnages en toute sincérité et vous passez beaucoup trop de temps sur vos blagues à la con pour que ça ait un impact particulier ces moments-là. Parce qu'il y a beaucoup d'idées que j'aime bien, hein. Il y a vraiment beaucoup d'idées que j'aime bien. Et mieux mise en scène, mieux illustré, ça aurait été très bon ça. Et ça se termine donc le film sur le retour à la boucle, hein, en bouclant la boucle avec Daphné qui a regagné en IAC pour passer son permis et qui ne va pas y arriver. Voilà, elle essaye de s'entraîner avec Fred et compagnie dans la Mystery Machine et elle fait n'importe quoi, à tel point qu'elle balance l'appareil du haut d'un immeuble. Et ils ont survécu à ça, je ne sais trop comment. Bon, c'est aussi le truc qui fait que ça passait mieux dans l'épisode avec Alex, c'est dingue.
Je suis sur le cul de faire cette comparaison, je vous jure. Dans l'épisode avec Alex, en apprenant un petit peu à la dure le pilotage d'un vaisseau spatial, ça lui a fait un peu relativiser et s'adapter au contrôle d'une voiture, ce qui fait qu'après coup, elle a su mieux conduire. Et même si on la voit dans les épisodes ultérieurs conduire de façon un tout petit peu dangereuse, encore que j'estime que c'est pas une telle catastrophe au volant qu'on le dit la plupart du temps, Alex, c'est une conclusion intéressante du personnage qui, avec son aventure, son histoire, a appris quelque chose et en tire quelque chose. Et ben là non, quoi. Il dit juste, ah, j'ai appris à piloter un vaisseau spatial, ça devrait marcher pour une sale camionnette. Au passage, tu dis un van à la con comme ça devant Fred, il devrait être super vexé. Mais il s'en fout, Fred, apparemment. Hein, il n'est pas aussi amoureux de son van par rapport au film précédent, quoi. Donc, c'est... c'est pas satisfaisant. C'est vraiment pas satisfaisant comme conclusion. Et sincèrement, c'était... C'était rintant à suivre comme film. Sérieusement. Surtout pour les blagues, parce que facilement la moitié, c'est des blagues qui prennent trop leur temps et qui tombent à plat. C'est ça. J'ai pas souvent ri. Il y a quelques moments de timing qui passent un petit peu, mais globalement, je n'ai pas ri devant ce film. Ce qui est un comble, une fois de plus, c'est clairement le pire qu'un film Scooby-Doo puisse faire, ne pas arriver à me faire rire ou me faire sourire, ou alors très peu, et c'est chiant ça. J'ai envie de dire quand même qu'il est un tout petit peu mieux réussi que le précédent, parce que je trouve que vous avez un petit peu mieux géré le concept dans l'intrigue globale que vous mettez en place. C'est juste une question de mise en scène et de temps alloué à différents éléments, mais globalement, quand même, l'histoire était mieux réussie et il y a beaucoup d'idées qui m'ont plu, vraiment beaucoup d'idées qui m'ont plu. Voilà, il fallait mieux les exécuter, c'est ça le problème. Donc, ouais, pas fameux, mais 8,5. Allez, 8,5 sur 20, je dirais, à vue de nez. Je sais que c'est pas extra, mais vous pouviez faire tellement mieux. Cette même base, le même déroulé à peu de choses près, vous auriez pu faire quelque chose de beaucoup plus satisfaisant, en sachant vous centrer sur les bons éléments. Mais c'est pas ce que vous faites, et vous êtes beaucoup plus intéressé à faire passer cette comédie absurde, pas très bien gérée, qu'il y avait déjà dans le film précédent. Et ça me fait un peu peur pour la suite. Je vous cache pas, ça me fait très peur pour la suite, parce que si c'est parti pour être ce type d'humour, ce niveau d'humour, ça va pas être extra du tout pour moi. Bon, on verra bien. Il me semble que le prochain, on me l'a pas mal vanté en commentaire, donc je me ferai une idée lorsque ça viendra. À bientôt pour le prochain film Scooby-Doo. Bye!